dans la situation pour savoir, pour comprendre un peu ce que nous voulons réaliser. C'est faire des calculs de toutes sortes sur des données vectorielles ou bien matricielles. Alors je vais créer donc un fichier source en cliquant sur fichier nouveau, fichier source. Voilà, ça va éditer ou ça va créer pour moi une zone d'édition dans laquelle je pourrais donc écrire mon code. Mais moi je vais commencer par faire des commentaires en disant qu'est-ce que je veux bien faire. Donc je veux manipuler des vecteurs. On pourrait prendre des vecteurs de réel par exemple, des vecteurs réels. En fait, dans deux cas, le premier cas statique et cas dynamique. C'est-à-dire de taille fixe, de taille variable. Alors je vais les manipuler par des opérations sur les vecteurs. On pourrait dire par exemple le calcul du produit scalaire, entre autres. Alors multiplication élément par élément par exemple. Multiplication élément par élément. Élément par élément. Qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau des vecteurs? Donc on pourrait faire des calculs comme par exemple calculer la somme des éléments, calculer la moyenne, etc. Donc faire des calculs, calculer l'écart type par exemple, donc des calculs statistiques sur le vecteur, sur les données du vecteur, etc. Alors, on pourrait en fait l'étendre par une autre version sur le cas des matrices. Mais on veut donc mettre en place pour chaque opération, Vous n'êtes pas censé écrire ça. Moi, je l'écris juste pour vous mettre dans le contexte. Oui, vous pouvez le faire. Alors, pour chaque opération, mais je vous conseille au moins de tirer les rideaux, comme ça on pourrait, voilà, bien de regrouper les rideaux si vous voulez. Comme ça on aura un peu de lumière, juste ce qu'il faut. Mais faites attention parce que ça bouge pas beaucoup. Ils sont arc-boutés. Pour chaque opération, prévoir une fonction. Comme ça, on fait une programmation modulaire. Voilà, donc par ces phrases en bleu, je viens de situer un peu qu'est-ce que je veux faire. Je dispose, donc il serait question de faire un petit dessin. Je dessine donc un vecteur. Je veux donc lui appliquer des opérations. Je pars donc de deux vecteurs parce qu'il y a des opérations en binaire. Par exemple, lorsque je parle de produit scalaire, je multiplie un vecteur par un autre. Et le résultat est un scalaire. Lorsque je parle de multiplication élément par élément, je parle d'opération où les entrées sont deux vecteurs, la sortie est un vecteur. Je pourrais aussi parler de puissance, élevé à la puissance. C'est donc le produit matriciel ou bien le produit élément par élément. Je pourrais par exemple prendre le même vecteur élevé au carré. Ça revient à élever chaque élément au carré. Appliquer une fonction sur le vecteur. Sinus d'un vecteur, c'est sinus appliqué à chaque élément du vecteur, etc. Mais en faisant cet exemple-là, ou cette application, j'espère bien que si vous êtes dans un contexte différent, mais qui parle vecteur, vous devez se retrouver. C'est clair? Alors moi, c'est ça donc ma démarche. C'est opter par les applications typiques qu'on doit programmer, et pas par les exercices parcellaires, par des exercices, vous ne savez pas, est-ce qu'il y a un cas réel qui le représente.
Alors, très bien. Donc, allons-y. Donc, bien sûr, pour manipuler un vecteur, la première des choses, il faut définir les méthodes qui vont le permettre de le saisir. Donc, la première méthode que je vais faire, c'est la méthode de saisie, ou bien l'opération de saisie. Je vais me mettre dans le premier cas. Premier cas, tableau statique, ou bien vecteur statique. Statique, ça veut dire de taille fixe. Je vais la mettre entre parenthèses. De taille fixe. On pourrait par exemple mettre une taille égale, à titre d'exemple, égale à 100. Je vais travailler sur un vecteur de 100 éléments. Ou sur des vecteurs de 100 éléments chacun. Alors, mais bien sûr, faudra-t-il mettre ou récupérer les valeurs. On pourrait en fait récupérer ou définir les valeurs d'un vecteur soit par saisie, soit par initialisation. Donc, je commence par définir les valeurs par saisie, mais je pourrais par la suite définir les valeurs par initialisation. Alors, commençons par le premier cas. Alors, ici, je vais mettre un void, saisir, un vecteur quelconque. Pour le moment, mon vecteur que je vais désigner là est un vecteur formel. C'est juste une notation qui va désigner le vecteur lors de l'appel. Le vecteur ne serait connu qu'une fois j'appellerai la fonction. Pour le moment, je ne peux que le noter, que le désigner d'une manière formelle. Et on a vu dans le cours que pour désigner l'arrivée d'un vecteur sur des réels, vous avez deux façons, soit faire comme ça, et vous donnez un nom muet à votre vecteur, vous pouvez l'appeler T, V, X, Y, comme vous voulez, ou bien cette autre façon. Si vous voulez toujours l'appeler T, vous écrivez comme ça. Alors, mais en faisant de cette manière, vous n'avez aucune idée sur le nombre d'éléments dans le tableau. Alors, pour avoir à appeler cette fonction pour des vecteurs de taille différente, il est nécessaire d'ajouter la taille au niveau d'un paramètre, en mettant la taille du vecteur. Je sais que mon vecteur ne dépassera pas 100, une taille de 100, mais à l'intérieur de ces 100 éléments, je pourrais bien travailler sur une petite zone qui est indiquée ici par taille. En fait, taille, c'est juste pour que vous compreniez qu'est-ce que ça signifie le deuxième paramètre. Mais pour simplifier, on pourrait l'appeler n. Ici, je dirais que n, par un commentaire, n est le nombre d'éléments. Oui? Comment? Il faut définir quoi? Le n. Là. Ici, on ne le définit pas. Et ici, on va dire, lors de l'appel, c'est comme si on est en train de fixer des règles à celui qui va utiliser notre outil. Chaque constructeur, il fixera les règles aux utilisateurs. D'accord? Je suis ici en train d'imposer aux utilisateurs de mon outil de communiquer deux choses. La première chose, c'est l'adresse d'un tableau. C'est le nom d'un tableau. Et à travers ce nom-là, je ne reçois que l'adresse du début. Il me faut savoir combien on a d'éléments. Je sais a priori que tous les vecteurs que mon outil est capable de manipuler ne peuvent pas dépasser une taille de 100. C'est ce que j'ai imposé au début. J'ai dit que je ne veux travailler que sur des tableaux de taille maximale 100. Mais cette taille maximale, ça me fixe quand même une marge de variation. Je peux travailler sur des vecteurs de 3 éléments, de 10 éléments, de 20 éléments. Le pire, ou le maximum, c'est 100 éléments. En tout cas, ce deuxième paramètre, il va porter cette information. Et je peux même, ou je dois même la vérifier comme quoi il est inférieur à 100. Ça, c'est déjà le défaut, ou bien la contrainte imposée par le choix des vecteurs statiques. Alors, je vous ai dit que quand vous déclarez une fonction, vous n'êtes pas censé nommer les paramètres. Donc, si vous ne voulez pas nommer pour le moment, vous pouvez le faire. Ça veut dire que le fait de mettre t ou de ne pas le mettre carrément, c'est pareil à ce niveau-là. Aussi, le fait de mettre n ou de ne pas le mettre, ça ne changera rien aux informations que vous êtes en train de transmettre au compilateur. Ici, on est en train de transmettre le nom, c'est quoi le type de retour, combien on a de paramètres et quelle est la nature de chaque paramètre.
C'est ça les informations qui sont données par une déclaration. Alors, saisir, afficher. Je vais mettre aussi une méthode d'affichage. Et là aussi, je reçois le tableau que je veux afficher. J'ai choisi de ne pas le nommer à ce niveau-là, parce que je ne suis pas en train de définir la fonction, je suis juste en train de la déclarer. Et puis aussi la taille du vecteur. Alors, c'est bon. Donc pour le moment, je me contente uniquement de ces deux fonctions. Je les programme et je reviendrai vers les opérations que je veux mettre sur le vecteur. Ici, jusqu'à présent, je n'ai pas encore donné la deuxième façon aussi. Comment est-ce que je vais définir par initialisation? Je vais donc aller vers les définitions. Définition de mes fonctions. Pour définir, c'est très simple. Vous faites la copie de vos fonctions, de toutes les fonctions, des en-têtes, vous les copiez, vous les collez, et puis vous éliminez le point-virgule. À chaque fois que vous avez le point-virgule, vous l'éliminez, et vous le remplacez par une paire d'accolades. Accolade ouvrante, accolade fermante. Vous êtes en train de dire que je veux associer un corps à ma fonction. La même chose là. Vous retirez le point-virgule et vous remplacez par une paire d'accolades. Mais vous êtes censé maintenant nommer les paramètres formels de vos fonctions. T et N. La même chose là. T et N. Alors maintenant, comment est-ce que je vais faire la saisie? C'est saisir en parcourant l'ensemble des éléments. Donc j'ai besoin d'un compteur pour parcourir. J'ai besoin d'une boucle pour parcourir. En faisant varier, on sait bien que c'est numérote les éléments à partir de 0. Donc je commence par le premier, c'est le numéro 0. I inférieur à cette information, et là vous voyez à quoi ça sert le N. Ça sert à savoir parcourir, à savoir s'arrêter quand vous parcourez le vecteur. Et puis I++. Et je vais écrire donc l'action qui fait la saisie. C'est un scanf. Scan F. Pour scanner un réel float, c'est %F, mais vous devez indiquer l'adresse de l'élément. Alors si vous écrivez T entre crochets I, vous êtes en train de désigner la valeur. Pour calculer alors l'adresse, vous devez ne pas oublier de mettre le I. Alors cette même écriture, vous pouvez bien la faire. Je vais donc faire l'équivalent en face, mais en commentaire. Vous pouvez l'écrire en mettant ici T plus I. C'est aussi valable. Parce que T, c'est l'adresse de début. Donc c'est un pointeur. C'est un pointeur que vous voulez faire bouger de I case. Vous allez alors calculer l'adresse de la IM case. Donc T plus I est l'adresse de la IM case. T entre crochet I est la valeur de la IM case. Précédé par E, ça revient alors à l'adresse de la IM case. Oui? Pourquoi on n'a pas fait les actions Pour la boucle. Parce que j'ai fait ici une seule action jusqu'à présent. C'est ça ce que j'ai choisi de faire. Mais d'ailleurs, je veux venir à ça. Je veux dire en fait qu'une fois j'aurai écrit, parce que je veux me concentrer quand même sur mon action, c'est scanf. Et une fois donc fait, je veux bien attirer votre attention que à chaque fois qu'on fait un scanf, on a besoin de commenter la lecture. Donc d'afficher un message à l'écran. Et pour ce faire donc, on va ajouter une action. Et on va se retrouver avec deux actions. Et par suite, il faut faire les accolades. C'est comme ça comment je veux expliquer en tout cas l'écriture. Je vais mettre un printf. Je vais dire entrer la IM valeur. La composante, l'élément, comme vous voulez. C'est à vous de choisir le dialogue. La composante numéro I. Numéro I, donc, c'est %D. Parce qu'à la place de I, je veux écrire la valeur. Et je vais mettre ici I. Si pour l'utilisateur, vous voulez lui numéroter à partir de 0, à partir de 1, vous pouvez alors juste mettre un I plus 1. Donc pour l'utilisateur, le dialogue que vous mettez avec lui, ou la conversation que vous mettez avec lui, vous lui dites numéroter à partir de 1, mais c'est lui, il numérote à partir de 0. Donc si vous voulez le faire, vous n'avez qu'à mettre ici plus 1. Je pourrais le commenter en disant je veux numéroter pour l'utilisateur à partir de 1. J'ai mis pas mal de programmeurs qui numérotent à partir de 1
en ignorant la première case. Donc lui, pour allouer 100 cases, il alloue 101 cases. Et il laisse tranquille la première case. Il ne veut pas la toucher, rien que pour numéroter à partir de 1. En tout cas, ça c'est une mauvaise façon de faire. Et là, comme maintenant il y a deux actions sous la boucle for, il est nécessaire de mettre les accolades. C'est tout donc. C'est ça notre fonction de saisie. Pour saisir un vecteur, il faut toujours faire comme ça. Alors si vous voulez maintenant l'initialiser, il faut passer par un certain nombre de fonctions génératrices de valeurs aléatoires. L'ordinateur, il peut générer des valeurs aléatoires pour nous. Alors parmi les fonctions, il y a la fonction srand, randomize, donc il est abrégé par rand, R-A-N-D, srand. C'est une fonction qui est basée sur une certaine distribution de valeurs liée au temps. À chaque fois que le temps change, à chaque fois que la distribution change. Et par conséquent, donc, quand vous appelez pour extraire une valeur, ça serait une valeur complètement aléatoire. La valeur que vous tirez maintenant ne serait pas la même que vous tirez dans un petit moment. Oui? Pour? Oui? La composante numéro pourcent D. À la place de pourcent D, je veux afficher I plus 1. Parce que je n'ai pas le droit d'écrire ici, je n'ai pas le droit d'écrire entrer la composante numéro I plus 1 et mettre I plus 1 à l'intérieur de la chaîne. Parce que ça, c'est une chaîne constante. Si vous mettez I plus 1, il va être affiché I plus 1. Moi, je veux afficher la valeur. Oui. Il ne faut pas fermer la collade avant I plus 1 pour faire entrer la composante. Pas la collade, la parenthèse, tu veux dire? Non, les guillemets. Oui. Maintenant on ouvre les guillemets, on met entrer la composante, on ferme la guillemets, ensuite on met I plus 1, on ouvre encore les guillemets. Mais là, qu'est-ce que ça vous fait dire ça? Parce que là, on est en face d'un outil qui a ses règles. Alors, on pourrait en fait imposer les règles pour les outils que nous allons créer nous-mêmes. Mais les outils qui sont déjà créés par d'autres et qui nous sont imposés, il faut respecter les règles d'usage de ces outils-là. Comme les constructeurs l'ont bien imposé. En réalité, scanf, sa forme est la suivante. C'est toujours une phrase entre guillemets et une seule que vous devez placer au début. Et puis une liste d'adresses, une liste de valeurs que vous mettez après. Mais, excuse-moi juste un petit moment, le nombre d'expressions que vous mettez à côté doit être égal au nombre de spécificateurs de format que vous avez à l'intérieur de la chaîne. Donc comme ici par exemple, nous avons un seul spécificateur de format, c'est pourcent D, nous devons avoir une seule expression qui calcule une valeur de même type que le pourcent D. Pourcent D, ça veut dire que je veux décoder en tant qu'un entier, en tant qu'un décimal, qu'un nombre décimal. C'est clair? Et par conséquent, l'expression que je dois donner doit être de type entier. C'est clair? Si jamais on a besoin d'écrire printf, vous le précédez par anti-slash. Pas vous le dédoublez, vous le précédez par anti-slash. C'est la même chose que les guillemets. Parce que les guillemets, ici, on les appelle des caractères réservés. Des caractères qui ont un sens, qui sont de contrôle. D'accord? Donc pour C, il a pris les guillemets pour indiquer le début et la fin de la chaîne. Si jamais vous voulez montrer les guillemets à l'intérieur, c'est-à-dire vous-même vous voulez afficher les guillemets, il faut les précéder par anti-slash. Donc anti-slash, guillemets. Anti-slash %. Si vous mettez anti-slash %D, il va écrire % et D par la suite. C'est un caractère d'échappement. L'anti-slash s'appelle un caractère d'échappement. Ça nous fait perdre l'effet de %D lorsque vous avez l'anti-slash. C'est clair? Si vous voulez alors %D, vous dédoublez le pourcent. Oui? La différence si on met les accolades très fort et si on... Pas de différence. Pas de différence. Aucune différence. On a obtenu les règles, les conventions d'écriture. Pour montrer les blocs, cette écriture est plus meilleure. Ça montre le bloc. À le début du bloc, à la fin du bloc. D'accord? Mais ça me fait ajouter une ligne de plus. Donc moi j'avais l'habitude toujours de déplacer cette accolade pour la mettre là.
Mais si vous regardez sur les livres, on vous dira toujours il faut revenir à la ligne pour matérialiser le début du bloc. Comme ici d'ailleurs, là. J'aurais dû en fait aussi faire la même chose. Si on ne met pas des accolades après, est-ce que ça va changer déjà? Ça va changer tout. Ça va changer tout. Vous allez boucler que sur le prix tel. Vous n'allez boucler que sur le prix tel. Si n égale à 100, vous allez afficher le message 100 fois. Sans jamais faire de scanf. Et quand vous sortez de la boucle, c'est là où vous allez faire le scanf une seule fois. Donc le scanf ne serait plus sous la boucle for. C'est clair? La deuxième action que vous voulez faire rentrer sous la boucle for doit être ou oblige à mettre les accolades. Dès que vous avez deux actions sur la boucle for, les accolades. C'est clair? Si vous avez une seule, pas d'accolade. Donc, attention à l'écriture. Si je fais comme ça, l'indentation, même si j'ai fait le décalage, ça ne donnera aucun résultat. Le scanf n'est pas sous la boucle for ici. Le scanf va s'exécuter une seule fois. Oui? C'est quoi l'utilité de l'indentation? La lecture, la lisibilité. La meilleure lisibilité. Regarde, c'est pour soi-même et c'est pour les autres. Même pour vous, quand vous écrivez un programme, des fois vous avez une idée que vous avez formulée. Si vous ne faites pas l'indentation, et quand vous revenez le lendemain, faire la lecture, vous allez rien comprendre. Donc l'indentation, ça vous aide à mieux comprendre la structure du programme. C'est pourquoi c'est conseillé de faire. Oui? C'est bon? On peut continuer? Allons-y. Donc on a fait la saisie. Maintenant je veux faire l'affichage. L'affichage donc revient à prendre ce même corps. Je vais le coller ici. Et je vais l'adapter. En fait, je veux maintenant écrire la composante numéro égale %f. Et je vais mettre un anti-slash n pour revenir à la ligne. Et je vais tout effacer jusqu'ici. Je reviens à une seule action alors. Vous voyez en fait qu'est-ce que je veux afficher? Je veux afficher la composante numéro 1 égale la valeur. La composante numéro 2 égale la valeur, etc. Mais je veux numéroter mes composantes pour l'utilisateur comme ce qu'on a fait pour la saisie. Je veux numéroter à partir de 1. Mais par contre, quand j'irai afficher, j'irai donc extraire la composante numéro i en numérotant à partir de 0. Je n'ai pas compris le i+1. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Le i+1. Pourquoi i+1? Pourquoi pas i? Parce que, comme je vous ai dit, en fait, quand vous avez un tableau, il numérote les cellules, il ne vous laisse pas numéroter les cellules. C'est lui qui vous impose une numérotation. Mais c'est une numérotation en rapport avec les pointeurs, en rapport avec la formule que j'ai écrite ici, T plus I. Parce que si on n'avait pas numéroté à partir de 0, cette expression, il aura un autre sens. D'accord? Donc il veut numéroter lui à partir de 0. Comme ça, lorsque vous voulez accéder à la IM case, vous écrivez T plus 0. Ça veut dire T. Parce que le T, c'est le début de la cellule. Donc lui, il oblige à numéroter à partir de 0. Jusqu'à n-1. Mais ça regarde que C. Ça ne regarde que C. Je ne suis pas obligé de dire aux autres entrez la composante numéro 0. Sauf si la sémantique de ce vecteur-là, chez l'utilisateur, incite à numéroter à partir de 0. Les polynômes. Les polynômes, on numérote à partir de 0. Les coefficients. Coefficients A0, A1, etc. Dans ce cas-là, on garde la même numérotation. Par exemple, je veux numéroter mes étudiants, je ne vais pas numéroter à partir de 0. Je vais dire l'étudiant numéro 1, 2, 3, etc. Donc, au niveau dialogue, j'impose ce dialogue avec l'utilisateur. J'ai fait ce choix. Alors ici, les accolades sont obsolètes. Si on les garde, ça marche. Ça marche, donc ça pose aucun problème. Si vous les retirez, ça marchera toujours. Mais il est préférable de les retirer. Parce qu'on a une seule action. Je les retire justement. Voilà donc l'écriture des deux premières procédures.
Allons-y, on va donc les essayer, on va les tester. Et pour les tester, donc, je vais écrire une méthode de test, c'est la méthode principale. La méthode principale, il a cette syntaxe. Le dev C++, il m'impose à ce que son type soit un int. Donc j'écris int main accolade. De cette manière. Alors, puisqu'il retourne un entier, il ne faut pas oublier de mettre un return, une valeur. 0 si tout se passe bien. C'est-à-dire si l'exécution de votre fonction s'est déroulée dans les meilleures conditions, normalement, pas de problème, vous finissez par retourner 0. C'est donc la dernière chose qu'il faut écrire. Ici, je vais dire pour une exécution normale. Alors, qu'est-ce que je veux bien faire? Je veux appeler, c'est des appels. Appel aux fonctions ou des fonctions. Je veux appeler mes fonctions. Je vais commencer par saisir, mais bien sûr, il va falloir que je déclare mes vecteurs. Donc, je vais déclarer déclaration des vecteurs. Je vais travailler, puisque je veux faire le produit scalaire, le produit élément par élément, j'ai besoin d'au moins 3 vecteurs. Je vais donc déclarer un premier vecteur, float. Je vais les appeler comme ça, T1 ou V1, V2, etc., comme vous voulez. T1 entre crochet, virgule, T2 entre crochet, T3. Si vous faites comme ça va vous signaler une erreur. Parce qu'on vous dira, vous n'avez pas donné la taille du tableau. Mais la taille, ça ne peut être qu'une constante. Donc si aussi vous mettez int n et vous mettez n ici, pour lui, n est une variable. Donc il ne peut pas prendre une variable pour dimensionner le tableau. Il va falloir alors mettre un define. Je vais le mettre au-dessus, complètement au début. On n'est pas obligé de la ref. L'ordre, la structuration d'un programme, comme tous les programmeurs font, commence par mettre toutes les directives au début. Les directives, c'est la première chose à écrire. Ensuite viendront les déclarations des fonctions, ensuite les déclarations des variables globales, ensuite la définition des fonctions, et enfin la méthode principale main. C'est une structure que tout le monde écrit. Si maintenant vous mettez les directives éparpillées, donc vous mettez une avant, une autre après, donc au niveau lecture, ça vous ne laisse pas réfléchir correctement. Donc on ne perd rien, on va les mettre au début. D'accord? Je vais mettre ici des commentaires et je vais dire carrément au début ici. Je vais dire directive. Ce sont les directives de compilation. Hado, ils sont destinés à l'intention du compilateur. C'est à l'intention du compilateur. Alors, regarde bien. Comme le compilateur, il commence du début à la fin. Si jamais vous voulez lui faire passer un message, il faut le passer tout au début. Comme ça tient lieu par la suite. C'est clair? Donc, c'est pourquoi on les place au début. Directive, donc, la première directive que je vais faire, ce sont les inclusions. Donc, je vais inclure... Les directives, ils commencent toujours par dièse. Include. Comme j'en ai utilisé le scanf et le printf, donc il est nécessaire de mettre un stdio.h. Inclure stdio.h. Alors, comme par la suite on va utiliser l'allocation dynamique de mémoire pour les vecteurs dynamiques, il va falloir aussi inclure stdlib.h. Comme on va calculer l'écart type, on a besoin de la racine carrée, on a besoin d'inclure math.h. Bien sûr, tant que vous ne faites pas appel à des fonctions mathématiques, vous n'êtes pas censé inclure math.h, math.h, etc. Alors, comme j'ai besoin d'imposer une taille maximale à mes tableaux statiques, j'ai besoin de définir par define, j'appelle nmax, 100. C'est ce qu'on a dit quelque part ici. Là. Et c'est justement ce symbole-là, c'est juste une appellation de la constante 100.
C'est ce qu'on pourrait appeler une constante symbolique. C'est le nom d'une constante. C'est significatif, c'est mieux que de mettre 100. Comme ça, si vous voulez décider de mettre 1000, vous n'avez qu'à changer une seule fois ici. Alors regardez, je vais donc descendre en bas, là où j'étais tout à l'heure, et je vais donc se servir de ce n max, ici, comme taille de mes tableaux. n max. Là, ma kench égal. C'est une correspondance entre le nom et la fin de la ligne. Quand vous écrivez des files, vous mettez un nom et quelque chose à la fin. Vous êtes en train d'associer entre ça et ça. C'est comme si vous lui dites, à chaque fois que vous trouvez dans le programme ce nom, vous le substituez par ce qu'on a. C'est un traitement textuel pur. Un remplacement, un traitement par remplacement. Cherchez le symbole et le remplacez par la fin de la ligne. Donc pas de signe égal. Si vous mettez le signe égal, il va l'injecter aussi. Bien sûr. Max. On a besoin par contre de tailles effectives. Justement, le n. Alors si je veux travailler quand je fais le produit scalaire, c'est des vecteurs qui ont la même taille. Lorsque je multiplie élément par élément, c'est des vecteurs qui ont aussi la même taille. Donc je vais unifier, je vais me mettre dans cette situation que tous mes tableaux ont la même taille effective. Ils ont donc une taille maximale, n max, 100 éléments, mais je peux travailler juste sur une petite zone. Cette zone, donc, c'est ce qui serait indiqué par n. Je vais dire là, c'est la taille effective. C'est une taille qui doit être inférieure ou égale à n max. Il faut qu'il soit inférieur ou égal à n max. Le maximum, c'est 100. Il est compris donc entre 0 et 100. S'il est égal à 0, ça veut dire le vecteur est vide. Il ne contient aucun élément. Alors, je veux faire la saisie de mon tableau. Il faut d'abord que je commence par saisir n. Donc, je vais mettre printf entrée la taille des vecteurs, la taille effective des vecteurs, scan %d adresse de n. Alors, si vous voulez en fait imposer que ça ne dépassera pas le n max, vous pouvez le faire avec un do. Je suis en train de lui dire, tu refais quand c'est mauvais. Quand la lecture, quand la valeur communiquée par l'utilisateur est mauvaise, refaites alors la saisie. Ici, je suis en train de dire quand est-ce que doit-on refaire, parce que c'est un do while. Do while, ça veut dire quand je répète quand la condition est vraie et je répète quand c'est mauvais. Donc quand n est supérieur strictement à n max, ou bien si n est inférieur à 0. Si on imposerait au moins 1, on va dire ou égal à 0. Même le 0, on l'empêche. Comme ça, on est sûr d'avoir au moins un élément. Alors, ce que j'ai là, je pourrais aussi l'encapsuler dans une fonction. Je pourrais faire une fonction qui le fait pour moi. C'est clair? Comme ça, on va franciser le main. Je veux bien mettre le main, je veux voir que du français dans le main. Regardez, je pourrais donc le retirer. Ou je laisse un petit moment parce que je vais laisser donc en remettant. Je remets. Voilà. Alors, c'est quoi la suite après avoir donné une valeur à n? La suite, c'est de faire la saisie. Je vais donc saisir mes deux vecteurs, les deux premiers, et je vais afficher ces deux vecteurs. C'est ou bien. C'est un connecteur, c'est le connecteur ou logique. C'est le connecteur logique ou logique. Deux conditions connectées par les deux barres donnent une condition qui aura vraie
comme valeur de vérité, vrai, si l'une des deux est vraie. Sinon, c'est faux. Si les deux sont faux, le résultat est faux. Si l'une au moins des deux est vraie, le résultat est vrai. C'est un peu l'équivalent à un branchement électrique en parallèle. Si vous avez en fait deux interrupteurs en parallèle pour une lampe, deux interrupteurs en parallèle. L'interrupteur A et l'interrupteur B. La lampe va s'allumer lorsque l'un des deux est fermé. Donc cette lampe-là, il va s'écrire A ou bien B en C. La notation C, c'est celle-là. A ou bien B. Il va s'allumer si vous appuyez sur A, si vous fermez le circuit A, ou bien si vous fermez le circuit B. Et puis si les deux sont en série, vous avez A et B, ensuite la lampe. L'état de la lampe, ça serait A et B. Il faut que j'appuie par les deux mains sur les deux pour que la lampe soit allumée. Alors allons-y à la saisie. Je vais saisir donc le premier. Pour saisir, je vais faire appel à ma fonction. Ici, je n'ai pas encore appelé, en fait, quoique j'ai mis le message appel, je le ferai à partir de là. Saisir. La fonction saisie, elle a combien de paramètres? Il en a deux. Le premier, c'est le tableau. Donc, moi, j'ai un tableau T1. Et le deuxième, c'est le nombre d'éléments. N. Donc, ça, c'est suffisant pour faire la saisie. Je vais afficher tout de suite. Afficher. La même chose, T1, virgule N. Et puis, je vais faire un affichage d'un vecteur qui n'a pas été saisi. Comme ça, je vous montrerai c'est quoi un vecteur quand il n'est pas saisi. Je vais faire par exemple afficher T2, virgule N. En tout cas, on a oublié de faire la saisie. Si vous avez terminé d'écrire, moi j'aime bien ne pas garder ce code. Je veux le remplacer par un nom simple. C'était en fait la lecture de la taille. Je pourrais l'appeler par lire taille ou lire nombre d'éléments du tableau. Regardez, je vais le couper et je vais le mettre dans une fonction. C'est une fonction que j'appellerai, et là je vais vous montrer en fait l'intérêt des deux écritures dont on a parlé tout à l'heure. Soit mettre une fonction qui retourne un entier, soit mettre une fonction qui renvoie un entier par paramètre. Donc le premier choix, regardez, je vais faire le premier choix. Premier choix, c'est une fonction qui renvoie, il renvoie un entier. Je vais mettre int, lire, taille. Il ne reçoit aucun paramètre. Je vais coller ce que j'avais coupé tout à l'heure. Je vais déclarer alors le n ici. C'est ce que j'étais en train de lire. Et une fois fait, je vais le retourner. Je veux maintenant l'appeler, cette fonction. Je veux l'appeler. Je dois l'appeler à la place où il y avait le code que j'ai retiré. C'est notamment ici. Je dois écrire n reçoit. N reçoit, parce que la fonction retourne un entier. Donc je le récupère en affectant le nom de la fonction. Égal, lire, taille. Et il n'a pas de paramètre. N égale. Donc ça va nous permettre d'éviter les pointeurs. Parce que le seul moyen que la fonction possède pour renvoyer une donnée à travers ses paramètres, c'est le pointeur. Ici, on a l'autre façon, c'est le nom de la fonction, ce qui évite de passer par le pointeur. On va essayer cette solution. On va l'essayer. Et quand ça marche, on reviendrait la modifier par le deuxième choix. C'est ce que vous pouvez montrer.
Oui. Alors, sauf une chose en fait, pour ne pas confondre les n, parce que là il y a le n, là il y a un autre n. En réalité, il faut savoir qu'ils ne représentent jamais la même case. Même si on les a nommés de la même façon. C'est comme si chacun a le droit de nommer son objet par n. Alors ici, je vais mettre m carrément. Comme ça, on distingue, juste pour relever l'ambiguïté pour vous. M, et puis retourner M. Je remonte. Et vous voyez pourquoi je mets les accolades, les différents accolades de début, je les mets à la fin, ici. Bon, juste ça me fait gagner toujours quelques lignes. La même chose là. Ici aussi. Et voilà. Ce code, je pourrais carrément le déplacer en haut. Celui-là, comme ça on garde la même organisation. Donc j'ai commencé par définir mes fonctions, ensuite la fonction finale, la fonction main. C'est bon, je m'arrête comme ça. En réalité, à part les déclarations que vous voyez là, à part les déclarations, tout le reste, il est écrit en français. Lire, taille, saisir vecteur, afficher vecteur, etc. Donc, on a fait des actions abstraites. C'est ça l'abstraction. C'est des actions que l'être humain peut bien comprendre et qu'il n'a pas besoin d'aller voir comment les fonctions ont été faites. Sauf le créateur, sauf celui qui a écrit. Lui, bien sûr, il doit définir les fonctions. Donc par la suite, justement, on a un moyen de masquer ça, en fait. En cliquant ici, sur cette flèche, sur ce petit rectangle, je vais complètement cacher le détail de la fonction. Donc, vous voyez l'intérêt des blocs. Ici, même au niveau de l'éditeur, avec un petit clic comme ça y est, j'ai caché le contenu de la fonction. Je fais la même chose ici, et voilà. La même chose ici. Et donc, en fin de compte, regardez, l'écriture, il va devenir plus réduite. C'est l'encapsulation. Alors, on a caché, c'est l'abstraction. Mais si maintenant je veux voir comment on a fait pour la lecture, eh bien, je vais ouvrir. Comme ça, je pourrai voir le détail. Moi, je vais garder comme ça vous pouvez donc suivre. À quel niveau je dois m'arrêter? Je peux descendre? Ça va comme ça? Si je laisse return, c'est que c'est la fin. Oui? Si on remplace par M? Non. Parce que, qu'est-ce qu'on a dit en fait? Le nom d'une variable désigne sa valeur. Vous devez quand même, regardez, vous devez nuancer entre l'espace que je vais assurer. Vous voyez, ça c'est le conteneur. Et la valeur qu'il y a à l'intérieur. La valeur qu'on a à l'intérieur. Ce qu'on a là. Hadi, c'est ce qui est désigné par M. Le rouge, si vous voulez désigner le lieu, il faut le noter par adresse M. Si je te donne maintenant une nouvelle valeur, imagine c'est vous l'agent. C'est vous qui allez poser quelque chose à l'intérieur. Je vous donne ces stylos, imagine que c'est Sucas qui pose des stylos, qui prend des stylos. Je vous donne les stylos et je vous demande d'aller les poser. Qu'est-ce que je dois vous donner alors? Je dois vous donner l'adresse. Je dois vous donner quelque chose qui vous permet de situer le bloc rouge. Et donc je dois vous donner ça. Si je vous donne la valeur, c'est pire. Parce que vous savez, par exemple, imaginons la valeur c'est 1000. Je vous ai donné 1000. Vous allez chercher alors la case numéro 1000. Si cette case est là comme adresse 4, c'est ça l'adresse de la case. Et qu'il porte 1000. Si je mets scanf 1000, il va aller chercher la case numéro 1000. Et c'est là où il va ranger la valeur. Donc vous n'allez pas écrire dans la bonne case.
n'a pas On quoi? n'a pas déclaré le tableau. Fonction. Là, on l'a déclaré au niveau de l'entête de la fonction. Regarde. Ça, c'est un tableau. C'est dans l'interface, c'est dans la limite, c'est dans la frontière entre la fonction et l'extérieur. Tout lieu, il a une frontière, comme la salle. Les fenêtres, c'est un peu la frontière de notre salle. C'est ce qui permet à ce qui est à l'intérieur de la salle d'observer l'extérieur. Donc, le paramètre qu'on a là, c'est ce qui permet, lors de l'appel, de communiquer un tableau. À l'intérieur, il est désigné par T. C'est quand j'ai compilé qu'on parle des notes définies. Not defined, le quoi? Le T ou le les entiers. Ah, attends, ça c'est autre chose, il est faussé. Vous voyez où est-ce qu'il a pointé? C'est le N qui n'a pas été défini. Ouais, après, avec le T, on peut déclarer. Parce que tu n'as pas nommé, tu n'as pas nommé les paramètres. Parce que quand tu définis, il faut donner maintenant des noms. Au niveau de la définition, il faut toujours apporter un nom à votre paramètre. Au niveau de la déclaration, on vous dit que j'ai besoin d'une prise. Par exemple, pour alimenter une lampe, j'ai besoin d'une prise. C'est clair, mais on ne va pas spécifier laquelle. C'est lors de l'appel, c'est quand je veux brancher que je vais choisir la prise 1 ou bien la prise 2 ou bien la prise 3. Le tableau, ici, est un nom formel. En mathématiques, on a toujours parlé de variables muettes. Un nom muet. Ça veut dire, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà, quand même, il faut le donner, parce que c'est sur ça que le code a été formulé. C'est en utilisant T que j'ai pu écrire le code. Comment je vais le faire si je n'ai pas donné un nom? Ça marche? Tout le monde a pu écrire son application? Je suis au 1/10 de l'application. C'est-à-dire j'ai écrit que la saisie et l'affichage. Mais on a besoin d'implémenter d'autres opérations. Donc essayez de faire vite. Essayez de faire vite. Comme ça, on pourrait donc passer aux autres. Alors n'hésitez pas. Si vous avez un problème, faites-moi savoir. C'est comme ça comment on va apprendre. Ça, c'est apprendre maintenant les techniques de C. Apprendre les techniques de C, c'est quand vous écrivez sur machine et vous résolvez ces problèmes-là. Il a rentré la composante. Ah, il a passé. Refais l'exécution, tu la refais. Tu mets entrée, refais. Pardon. Je vais venir. Refais. Tu as compilé, ça marche? La compilation, ça marche? Allons-y. Alors, entrer la taille, tu mets juste 3 au cas. 3. Tu auras à lire 3 fois. Allons-y, tu mets 2. Ça. Ça marche. Ah, l'affichage, on a raté l'affichage. Pour vous montrer quelles seront ces valeurs si vous les saisissez pas. Si vous oubliez de le faire. Là, je veux en fait vous donner une certaine règle qui est adoptée par C, mais je veux bien que vous l'observiez d'abord, et ensuite on va la dire. Ça va vous permettre de distinguer entre les variables. Oui.
ديما لي زيرو كاين زيرو. Faites juste attention à l'écriture en fait, parce que si vous écrivez avec une forte concentration, je le dis toujours en fait, la programmation c'est la forte concentration, c'est pas l'intelligence, c'est pas le génie, c'est uniquement une forte concentration. Qui est bien concentré, il peut faire de la programmation. Quelqu'un qui manque de concentration, pour une raison ou pour une autre, il va faire beaucoup d'erreurs, il va s'ennuyer, il va dire non, je ne vais jamais apprendre ça. Donc vous faites attention. Faites bien attention et vous allez réussir, vous allez y arriver. Oui. Qu'est-ce qu'il vous dit? Hein? Redéfinition of its Là, peut-être que quand tu as déclaré et quand tu as défini, tu n'as pas fait la même chose. C'est pour l'anti-slash. Anti-slash? Oui. On l'a fait dans le printf ici, c'est juste pour revenir à la ligne. On écrit la première composante et on revient à la ligne pour écrire la deuxième. Ça ne revient pas automatiquement. Là, avec printf, non, ça ne revient pas à la ligne automatiquement. Au niveau de la saisie, on n'a pas fait. Quand on a fait la saisie, on a mis printf, ensuite un scanf. Parce que pour le scanf, il vous oblige à appuyer sur entrée pour revenir. Et donc vous validez par entrée, ça veut dire que vous revenez à la ligne. La puts, vous ne pouvez pas le faire en affichant le i. Puts, c'est juste pour une chaîne. Juste pour afficher une chaîne. Là, je veux écrire et des chaînes, et des entiers, et derrière, etc. Il me faut alors ce qu'on appelle une impression formatée. Print F. Imprimé selon informant. Je vais voir votre camarade et je vais voir. Oui. Ça marche. Variable, mais où est-ce que tu les avais fait? À l'intérieur de mes. Ça marche. Pour moi, les variables locales, ils sont aléatoires. Mais qu'est-ce qui fait que peut-être c'est l'outil qui initialise normalement, on initialise tout ce qui est numérique à la valeur. Ça marche. Vous avez réussi à faire tous les la compilation et l'exécution. Qui a un petit problème? Oui. On va voir pourquoi. Donc, alors là, il vous dit déjà le n was not declared. Ils disent comme dans cette portée-là. D'accord? C'est quelle portée? C'est celle-là. Donc le n, parce que tu n'as pas nommé. Tu as utilisé le ici. Tu ne les as pas nommés. Le nom. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Quand on définit une fonction, il faut donner des noms aux différents arguments. Et il faut faire pareil pour les autres fonctions. Et ça marche. Tout ça. Là, on n'a aucun paramètre. Regarde la méthode sixième. Parce que éventuellement que tu as oublié, puisque tu as oublié pour afficher, éventuellement ça serait le même cas pour saisir. C'est en haut. Non, ça tu l'as fait. Ah non, c'est recompile. Ça marche maintenant, il compile. Alors, regarde là, dans l'erreur. L'erreur, il te faut un point virgule. C'est dans après le while. À la fin, après le while, c'est do while, point virgule. Toutes les phrases, ils doivent se terminer par un point virgule. Une phrase, ça commence par do, la phrase do while, ça commence par do et ça se termine à la parenthèse fermante du while. Donc un point virgule. C'est-à-dire la concentration des notes, j'allais tout à l'heure. Ça veut dire que si vous oubliez des points virgules, ça vous rend en fait le passage un peu difficile. Mais ça va venir en fait, ça vient. Avec le temps, ça devient systématique.
Ça marche maintenant. Il a compilé. Donc tu peux lancer. Voilà, il le fait déjà. Vous voyez quelle quantité de lumière vient vers le prof. Un prof qui travaille avec ça, il deviendra aveugle. Surtout qu'il est projeté directement là où il y a le prof. On a cherché à économiser un peu le câble. Mais en réalité, si on l'avait monté ici, ça va dégager le prof et on met le tableau du côté du prof. Je ne sais pas pourquoi on ne pense pas de cette manière, mais je pense que c'était le problème de câble. On cherchait à économiser 4 ou 5 mètres de câble. Les yeux du prof, pas trop. C'est les techniciens qui ont réfléchi de cette manière. Les techniciens mettre une solution économe au détriment de la phrase qu'il a donc vous lancez. Oui. Vous avez oublié de nommer les paramètres, vous aussi. Quand on définit les fonctions, il faut ne pas oublier d'apporter des noms. Parce que c'est quoi P, c'est quoi N, c'est les noms de vos paramètres. Là, il y a toujours le return. Tu as oublié de mettre return. Et bien, tu as dit que la fonction retourne un int. Où est-ce qu'il est alors? C'est quoi ce int? Donc tu mets return 0. Alors je vais tester aussi sur mon poste. Alors je vais sauvegarder. Je pense dans mes programmes, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. C'est dans première année GC 4, programme C. Je vais mettre ici manipulation des vecteurs. Vecteur 1. Et puis j'appelle ça aussi vecteur. J'appelle vecteur 1 parce que je vais y faire en plusieurs versions. Je compile maintenant. Ça marche? Ça marche ou ça marche pas? Si, ça marche. Et puis j'exécute. Voici donc le dialogue que j'ai mis en place. La première, c'est de lire un entier. Si je dis par exemple 120, si je lis 120, il va reprendre. Vous voyez? Si je rentre -1, il va reprendre. Si je mets 0, il va reprendre. Si je mets 3, il va passer. Donc là, c'était la boucle, là où on était tout à l'heure, le do while. Alors, j'ai pris 3 pour les vecteurs. Donc, je vais entrer la première composante. Ici, on a oublié de mettre un petit espace. Il fallait mettre un espace, parce que sinon, la valeur, il va être collée avec 1. En tout cas, je vais entrer, par exemple, 12, 20, 11, et voilà. Donc il a placé les valeurs que je lui ai données dans T. Par contre, comme je lui ai demandé d'afficher les valeurs de T2 qui n'a jamais été saisies, là on constate qu'il a donné des zéros. Ça veut dire que les données d'un tableau s'initialisent par défaut à 0. Les données du tableau s'initialisent par défaut à 0. Donc si jamais vous avez besoin d'initialiser à 0, c'est pas la peine de le faire. Parce que le compilateur le prend à sa charge. Oui. Comment? C'est un programme d'encodage des caractères.
Moi, c'est anglo-saxon. Le programme, avec la fonction scanf, ça résonne sur le clavier anglais. Il n'y a pas de caractère accentué, il n'y a pas de... Certains symboles, ils les interprètent de façon mauvaise. C'est clair, donc c'est juste un problème d'encodage. Les codes que les Français donnent à leur caractère ne sont pas les mêmes que les codes pour certains caractères. Ne sont pas les mêmes que les anglo-saxons donnent. C'est ce qui fait que ça nous donne ça. Donc il faut éviter normalement d'afficher les caractères particuliers. Les caractères qui ne sont pas communs, il ne faut pas le faire. Sinon, il faut faire tout un traitement derrière pour réussir à montrer le numéro, le signe du numéro. Je ne l'ai pas fait. L'espace, j'ai besoin de l'ajouter ici, là, quand j'étais en train de saisir. Ici, j'ai besoin d'ajouter un petit espace. Sinon, même 2 points, espace. Le signe, le symbole, donc on carrément. La composante numéro, je pourrais mettre num, comme ça. Si je refais, parce que, comme j'ai dit à votre camarade, il y a certains caractères, les maquiniches partout, ils ne sont pas utilisés pour les francophones, pour les anglo-saxons, etc. Ça ne fait pas l'unanimité. Donc chacun il les code à sa manière. Et par conséquent, quand vous les affichez dans un outil qui est anglo-saxon, il ne va pas les interpréter correctement. Ça serait la même chose pour les accents. Si vous avez essayé de mettre un accent, numéro avec un E accent, vous n'allez pas voir le E accent, vous allez voir autre chose. C'est juste problème de codage. Ici, il me demande d'entrer la taille. Je vais entrer 2 pour faire vite. 100 par exemple. 200. Ça marche, donc il a pris les valeurs. Comment? 1. T2, parce qu'on les a pas, on n'a pas initialisé. Ah, mais j'ai pas recompilé parce que j'avais le... Ah non, il y avait encore le numéro dans l'affichage. J'aurais dû changer au niveau de l'affichage. Alors, si je veux par exemple faire une fonction d'initialisation par des valeurs aléatoires, une fonction d'initialisation par des valeurs aléatoires, j'ai besoin alors de faire de la manière suivante. Je veux changer la saisie et ça va me permettre d'initialiser, surtout pour les grands tableaux. Remarquez bien donc où est-ce qu'elle est la fonction d'initialisation, c'est ce que j'avais prévu ici. Je vais donc la définir en mettant void init ou initialiser un tableau de réel crochet mais de n réel. Je vais copier bien sûr pour définir. Je vais la définir à côté de la saisie. Ici. Je vais donc nommer mes paramètres. Je vais retirer le point virgule et je vais faire un bloc. Oui, float, donc il faut 1, bien sûr. Alors, pour faire une initialisation, on dispose de la fonction srand. Srand est une fonction génératrice d'un jeu de valeurs aléatoires. C'est une fonction qui va générer un jeu de valeurs aléatoires ou une distribution de valeurs aléatoires. La notion de distribution. Donc, vous avez des lois qui vous permettent de créer des valeurs selon une certaine façon. Donc on pourrait bien imaginer que en faisant cet appel à cette fonction, j'ai déjà créé un jeu de valeurs aléatoires à partir desquelles je peux tirer au hasard une valeur. Mais pour créer une valeur qui se renouvelle ou une distribution qui se renouvelle, j'ai besoin, comme ici il est mentionné dans cet argument, de donner un certain entier
que vous tenez à faire varier à chaque fois, à chaque passage. Un entier, donc en tout cas, je pourrais donner 100 par exemple, 100 ou bien 1000. Ça permet de générer une valeur comprise entre 0 et 100, ou bien 0 et 1000. Mais si je donne le temps, comme le temps il bouge sans cesse, je suis sûr que c'est une distribution qui va se renouveler chaque fois que l'horloge bougera. Et par conséquent, donc, je veillerai à trouver des valeurs complètement nouvelles. Alors ici, je vais donc, pour donner le temps, j'ai besoin d'une fonction qui s'appelle time. Time. Alors time, ou get time, donc je ne sais plus. Time, il ne me donne rien ici. Alors, je vais tâcher de l'écrire ici. Time. Non, il ne me donne pas de paramètres. Si je mets get time, non plus. Je vais mettre time. Time. Je vais voir par la suite si tout va bien. Alors, srand de time. Ensuite, je vais mettre une boucle for i allant de 0 et inférieur à n, i++. Je vais donc écrire dans la im cellule la valeur qui me sera donnée par rand. Rand, il tire une valeur aléatoire. Il n'a pas de paramètre, comme vous voyez. C'est void. Il donne une valeur aléatoire. Donc, je serai en train de remplir mon tableau par des valeurs aléatoires. Si vous voulez des réels, vous pouvez mettre 1 sur rand, par exemple. Ça vous donnera un réel. Mais à condition de faire attention au cas où la valeur est nulle. Si la valeur est nulle, il faut changer. C'est une manière de remplir un tableau par des valeurs complètement aléatoires. Juste pour être sûr, parce que j'ai oublié en fait l'usage des fonctions, je vais chercher en fait un certain cours que j'ai appelé en fait que un cours. Point. Alors, j'ai donc les fonctions, ils sont là. Il y a la fonction time, justement. Mais à cette fonction, il va falloir que je donne un pointeur. Je vais juste donner nul ici pour s'en sortir. À ce niveau-là. Donc, la bonne écriture, c'est de mettre time et de lui donner un entier, ou l'adresse d'un entier,
c'est comme si en fait la fonction il a double sortie, une double sortie. Il fait sortir l'entier par son nom, et il le fait sortir aussi par l'argument. Et cet argument, il faut que ça soit alors un pointeur, parce qu'on a dit le seul moyen de récupérer une donnée à travers un paramètre, c'est de communiquer un pointeur. Si je ne veux pas recevoir cet entier, je lui donne nul. Nul au pluriel comme ça. C'est donc dire que ce pointeur ne pointe nulle part. Ça, c'est concernant le time, l'usage de time. Alors, l'usage de... C'est tout, donc je vais le mettre comme ça. Alors, par contre, pour pouvoir utiliser time, il faut mettre include time.h. Include time.h. Donc, j'ai besoin en haut d'inclure, puisque là, on veut utiliser l'horloge système, l'horloge de l'ordinateur, c'est la fonction time. Il faut alors inclure ce fichier en tête. Il s'appelle time.h. Time.h. Comment? On devrait déclarer Le quoi? Oui, exact. Il faut déclarer le i. Effectivement. En mettant donc ici int i. Voilà. Alors maintenant, regardez, je vais remplacer Cysir par... Cysir, je vais le remplacer par l'appel à la fonction initialisée. Donc je vais aller vers ma fonction main. Et là où il y a Cysir, je le remplace uniquement par initialiser. Là, je peux aller jusqu'à 100. Pas de problème. Je pourrais donc bien faire l'initialisation avec... je garde 100. C'est quand je ferai la lecture que je lirai 100. Je pourrais faire la même chose pour l'autre tableau. Initialiser, T2, N. La fonction Cysir ne travaille plus parce que je ne l'ai pas appelée. Je vais en fait vérifier si tout va bien. Alors, il y a un problème, donc int N avec un espace, oui. Je refais. Ça tarde, mais ça se fait. Alors, ici, je vais entrer la valeur maximale, 100. Donc, je verrai 100 fois 100 éléments, 200 éléments. C'est des valeurs complètement aléatoires. Si vous comparez, en fait, les premiers 100 éléments et les deuxièmes, vous devez normalement trouver des valeurs qui sont complètement différentes. D'où est-ce qu'elle a... Comment? D'où est-ce qu'elle... C'est à partir de la fonction rand. Rand, ça vient du verbe randomize. Randomize, je ne sais pas si c'est un verbe ou si c'est un nom, c'est juste un nom. Randomize. Randomize, ça veut dire aléatoire. Aléatoire. Mais le principe, c'est quoi? Le principe, c'est comme si on veut faire un tirage au sort. C'est comme si on veut faire un tirage au sort. Pour faire un tirage au sort, la première chose qu'il faut mettre, c'est de préparer le panier dans lequel il y a les différents numéros. C'est clair? Donc si par exemple on veut faire un tirage au sort pour les 35 étudiants, il va falloir que je mette 35 valeurs, que je les mets dans un panier, d'accord? Et que quelqu'un viendra donc mélanger, puis tirer au hasard une valeur. Alors, celui qui crée le panier, qui prépare les valeurs, c'est srand. Mais si on le fait deux fois, c'est une question de probabilité de tomber dans les mêmes valeurs. Si on le fait deux fois, on pourra avoir plus de chance. Si on ne change pas de jeu, on pourrait avoir de la chance à prédire les valeurs. On commence à avoir plus de chance à prédire les valeurs. Si vous avez 35 valeurs et vous avez refait 35 fois, vous donnez la chance peut-être à 50 ou bien 60% de chance à quelqu'un d'aller tomber sur la valeur qu'il veut. Donc l'idée c'est à chaque fois il faut renouveler le panier des valeurs. Il faut le renouveler. Et celui qui fait ce renouvellement, c'est srand. Srand, donc, c'est la préparation du jeu, la préparation du panier avec les différentes valeurs. Et rand, c'est l'extraction au hasard d'une valeur. C'est très intéressant si vous voulez créer des distributions de valeurs aléatoires. Pour les jeux, en fait, c'est très intéressant pour les jeux, si on veut faire des jeux.
Et même pour des fois, dans votre domaine, peut-être soumettre une poutre à des charges aléatoires et voir qu'est-ce que ça fait, quel comportement ça donne. Et vous pouvez borner bien sûr les valeurs. Si vous les bornez, vous n'avez qu'à mettre le modulo. Modulo 100, si vous mettez modulo 100, toutes les valeurs seront comprises entre 0 et 100. Et de ce fait, donc, vous avez borné les valeurs. Oui, ça non. Un problème ici? C'est donc dans la première version, c'est bien ça? Expected, donc tu as mis un problème d'ergonicité. شتي دابا لا فراز بالنسبه ليه هو بدات من هنا باقي كيتسنى البوان فيرغول ملي ما لقاهش راه مشى لك حتى لهنا دونك عندك غير بوان فيرغول هنا ديما une déclaration d'une fonction doit se terminer par un point virgule. Une définition d'une fonction doit se terminer par une accolade fermante. Oui. Time. On veut juste récupérer l'ennemi. Elle a deux façons de renvoyer le temps. La fonction, quand c'est de la valeur, les liés de temps, la valeur du temps. Le temps pour l'ordinateur, c'est juste un entier. C'est le nombre de millisecondes, de nanosecondes qui se sont écoulés depuis une date repère. C'est clair? Alors, le temps. C'est clair? Donc, la valeur, on veut la faire sortir. On a deux paramètres. باش نحطوها في l'adresse واحد la case A, خصني نعطيه l'adresse de A. وهو كيسيباب le nom ديال السميه ديالو. C'est clair? Donc, il a بغينا نديرو le schéma C بحال هكا. خصو ان int étoile. خصني ندخل ليه l'adresse ديال la case اللي غادي récupérer فيها le temps. وهو غيعطيني le temps في هذيك la case وغيصيفط لي عاوتاني le temps par son nom. Il y a deux façons de récupérer la valeur. Ça, il y en a une seule. La façon pour récupérer la valeur, on voit le smier de la fonction. On n'a pas récupéré le temps, c'est de Non, tu n'as pas encore compris ce que je veux dire. La fonction, elle a deux façons d'envoyer le même résultat. Soit par l'argument que vous devez préciser, soit par le nom, soit les deux. C'est clair? Ce qui importe pour moi, c'est de récupérer ce temps-là et de le donner à la fonction l'autre, à srand. Parce que srand, quand vous lui donnez une valeur à l'entier, qu'est-ce qu'il y a la distribution? Mais qu'est-ce que l'entier, il crée une autre distribution. Avec l'entier, donc entre deux appels, le temps, il bouge sans cesse. C'est clair? Donc les chiffres générés vont changer. SLN, il a marqué sur Awelo, il le même jeu. Donc pour deux tableaux, on va les mêmes valeurs. Et ça, c'est pas bien. Si vous faites deux tirages au sort et que ça vous fait sortir les mêmes valeurs dans le même ordre, c'est mauvais. Au bout de, si on veut 20 valeurs, au bout de 20 fois, on pourrait apprendre ces valeurs par cœur. Donc pour les changer, il faut lui donner le temps. Oui? Oui? C'est autre chose. Il rentre dans...
لا لا اللي جاي تصدقوا اللي كانوا هادو كاينين الفور راه ملي كتعطيه هو كيستعمل دي شوز كتعطيه مثلا هاد ليزيكتور بديتيها مثلا او لا هادو حتى هذا باش هو يعرف السي كومبيلاتور ديال السي تاع هو مع الوالد وما خاوي دونك انت تقدر تعطي ليه لي انديكاسيون. Justement, c'est pourquoi il est performant. Il ne veut pas se surcharger par des choses. Il les met à la charge du programme. C'est un argument. Il est nul. Nul ou majuscule. Nul, N, U, L, 2L. U, N, 2L. Là, N, U, 2L. Comme vous l'avez écrit. C'est bon. 2L. Tu lui donnes 100 100 par exemple. Ah non, tu n'as pas remplacé l'appel. Donc ta fonction d'initialisation, tu ne l'as pas rappelée. Il faut remplacer saisir par initialiser. Donc on a deux façons de remplir un tableau. Bien sûr, si vous voulez par exemple essayer des choses sur des vecteurs volumineux ou de taille très grande, la meilleure façon de mettre des valeurs dans vos tableaux, c'est la démarche que je viens de vous montrer. C'est de mettre donc de l'initialisation par l'ordinateur. C'est l'ordinateur qui va remplir vos tableaux. Ça s'allume pas? Vous pouvez allumer de l'autre côté si vous voulez. Montrez-moi le programme pour le deuxième affichage. Là, tu es toujours au niveau de la saisie? Le deuxième de partie. Plutôt de l'affichage des zéros. Le chiffre qui n'affiche que des zéros. Pardon? Initialiser le T1, afficher T1. Et de N. Normalement, ça doit montrer des zéros. Ça donne des zéros, sauf pour la 3 Voilà. 5 composantes ici. Quand je donne que alors, dès l'initialisation, mettre le rôle de 100 éléments. Ah, d'accord. Attends. Ouais, c'est pas normal. C'est pas normal. Normalement, le C, il est connu par sa rapidité. Donc ici, c'est juste au niveau de votre machine. Il y a quelque chose qui... Il y a d'autres processus qui travaillent. Peut-être une saturation de la mémoire. C'est pas normal qu'il reste comme ça. Hein? Maintenant, je veux bien voir la taille. La taille, c'est comme ça. Kilobyte.
C'est pas normal. Tu vois, en fait, quand on a compilé, il a pris toute sa taille pour le fichier. C'est comme s'il a donné un fichier très volumineux. Je ne peux pas vous dire. La seule explication, c'est que l'outil, le compilateur lui-même, il n'est pas compatible avec votre machine, avec votre système derrière. Et par conséquent, le code binaire qu'il produit est un code qui n'est pas fiable. Par exemple, si je te montre combien il a donné au niveau de mon programme, on va trouver que c'est quelques kilos, une dizaine de kilos. Tout est mis à des valeurs. C'est des valeurs aléatoires, non? C'est des valeurs aléatoires. Justement, c'est ça ce qu'il... Parce que quand on a trouvé les zéros, en fait, ça nous a trompé, en fait, le fait de, sur la base de trois caractères, 3 éléments, on a trouvé des zéros. Okay, si vous affichez 100, sans initialiser, encore des valeurs complètement aléatoires. C'est ça, c'est ça. Sauf que les 100 derniers, les avions affichés T2, c'est des valeurs aléatoires. Ça doit pas On n'a pas initialisé. C'est la règle que je voulais vous dire et je l'ai retirée pour ne pas donc dire quelque chose en contradiction avec ce que vous avez obtenu. Je vais l'essayer moi aussi dans ma machine. Parce que moi, ce que je me suis dit, peut-être que l'outil a changé. L'outil, donc, initialise d'une autre façon. Alors que normalement, c'est pas le cas. Le seul problème, c'est que en allant initialiser sur la base de 2-3 éléments, ça ne montre pas. Juste par une forte coïncidence, on a donné les zéros. Mais si vous prenez plus, par exemple, je vais retirer cette initialisation pour le tableau T2. J'initialise plus le tableau T2. Et je vais donc recompiler et exécuter. Mais pour 100 éléments. Il faut bien constater les 100 dernières valeurs. C'est parce qu'on a affiché en dernier lieu le tableau T2 qu'on n'a jamais initialisé. Regardez, en fait, c'est des valeurs complètement, c'est des zéros, mais des fois c'est... Non. Donc c'est des valeurs aléatoires. D'abord, c'est ça ce que je dois vous dire. C'est que les valeurs, on ne les a pas touchées. L'espace qu'on a réservé, s'il contient des choses, on vous a donné ces choses-là. D'accord? Donc on dit que la mémoire n'a pas été initialisée. C'est des valeurs aléatoires. C'est des valeurs complètement aléatoires. Je refais. J'essaie pour 20. Comme ça, je vais visualiser 40 valeurs. Mais là, en fait, c'est partout des zéros. Ici, on a une valeur n'importe laquelle. En tout cas, rien que ça, c'est suffisant pour dire que le compilateur, il n'a pas touché aux cellules. Il les a laissées à l'état où ils se trouvent. C'est donc des valeurs dites aléatoires. J'aurais souhaité que ça donne autre chose que 0. Mais en tout cas, on ne pourrait pas le généraliser à cause de ça. Vous voyez? On dit qu'ils sont à une situation aléatoire. Comment? Il y a un environnement où il est plus lourd. Il est plus lourd. Il y a Visual C, Visual C++. كما قلت لكم لا ديرنيير فوا ان بيلدوزر باش نهز هاد لاطاب ما عادش نحتاج واحد لا ماشين دو سسبونسيون كي سوليف دي طون خصني نجيبها لي كي سوليف quelques kilos. Vous voyez, c'est un peu la comparaison entre Del C++ et Visuel. Il a مشينا الفيجوال غادي نطيحوا في une autre complexité هي ديال l'outil lui-même. Comment confectionner des applications, comment travailler avec l'outil, ça nécessite un apprentissage de 2 ou 3 séances. Je ne veux pas le faire. C'est clair, on n'a pas le temps pour le faire. Mais on reviendrait vers Visuel C++ dans les cours suivants. Dans les cours suivants, on quittera le Dev C++ pour aller vers un outil plus grand, qui serait dans ce cas-là le Visuel C++ ou bien le Visuel .NET, etc. Oui. Je veux juste faire un petit changement, s'il vous plaît, avant d'aller là.
je veux prendre mes variables que j'ai mis à l'intérieur de main et je veux les faire sortir de main. Je veux les mettre en dehors. Et j'espère en fait qu'en faisant ça, vous allez avoir un résultat différent de ce qu'on avait obtenu au niveau des tableaux non initialisés. Remarquez bien, je vais les mettre complètement dans la portée globale. Ici, c'est ce qu'on appelle la portée globale. Ça, c'est la portée globale. Les variables alors qui se trouvent dans cette portée sont dites variables globales. Alors, toute fonction a le droit de se créer des variables à l'intérieur. Ça, c'est des variables locales. Par exemple, i, c'est un objet qui appartient à initialiser. T1, T2 sont des objets qui appartiennent à tout le monde, parce qu'ils sont en dehors de toute fonction. Ils étaient placés dans un espace où il n'y a pas d'accolade. Regardez, en fait, si je recompile, vous allez voir que la compilation, il se fait toujours sans aucun problème. Mais toujours regardant qu'on a initialisé T1 et on ne l'a pas fait pour T2. T2 n'a pas été initialisé. Regardez l'action d'initialisation, il est toujours retiré. Je vais donc exécuter pour 20 éléments, toujours. Et là, je trouve parfaitement des zéros. Je trouverai toujours des zéros. Comment? Alors ici, j'ai que des zéros, vous voyez? Il n'y a pas le moins 1, etc. Donc, il n'y a pas cette valeur aléatoire qui sort. La règle, en fait, il est comme ça. Toute variable qui est déclarée dans la portée globale est initialisée à 0. C'est-à-dire tous les bits de cette variable vont porter la valeur 0. Si c'est alors un entier, ça va être l'entier 0. Si c'est un réel, c'est le réel 0, etc. Si vous mettez une variable à l'intérieur et que vous l'affichez sans l'avoir initialisée, vous devez s'attendre à une valeur quelconque. Le compilateur ne touche pas à sa valeur. Vous pouvez bien le constater au niveau des variables simples. Regardez, je vais créer deux variables. Une générale, simple. Quand je dis simple, ça veut dire une variable d'un type entier, réel, caractère, etc. Et je n'ai pas initialisé cette variable. Vous voyez, c'est la variable x. Je vais faire une autre variable à l'intérieur d'une fonction, comme à l'intérieur de main. Et je vais donc l'appeler y. Et je vais donc afficher les deux. C'est le premier affichage que je ferai. Vous voyez, en fait, je n'ai pas affecté de valeur ni à x ni à y. Je vais les afficher en écrivant x égale %d, y égale %d, avant de revenir à la ligne. En affichant x et y. Vous voyez, en fait, ce que je veux vous faire passer à travers ça, c'est que quand vous avez deux variables, l'une qui est globale et l'autre qui est locale, la variable locale, si vous ne l'initialisez pas, il va porter une valeur aléatoire. La valeur globale, même si vous ne l'initialisez pas, il va porter la valeur 0. En tout cas, c'est un comportement qu'il faut constater. Je vais redémarrer donc en compilant. Ah non, c'est donc la même valeur, donc c'est la même valeur, mais il va falloir refaire, sinon il va falloir sortir de main. Si ça ne marche pas, il va falloir sortir de main. Parce que la variable y, je l'ai fait dans main et peut-être que c'est pas vrai pour... je vais le mettre là, dans une autre fonction, comme celle-là. Bien sûr, on ne verra l'affichage que en lisant l'entier. C'est toujours la même chose. En tout cas, en fait, je voulais en fait vous dire une règle, mais ici l'outil il me dit le contraire. Tout à l'heure, on a vu une valeur aléatoire, mais on sait en fait pour les langages C. Langage C en fait standard, parce que là, il
il était pour la norme C. La norme C, si vous prenez un compilateur C, les variables globales sont toujours initialisées. Initialisées à 0. Sont initialisées à 0. Ça, c'est une règle. Règle 1. La règle 2, les variables locales ne sont jamais localisées. Ne sont jamais initialisées. C'est un peu ça, c'est fondamental pour C. Alors ici, l'outil, en fait, il me fait travailler sur un compilateur qui n'est pas forcément le compilateur C standard. Donc lui, il pourrait faire quelque chose de différent. Alors peut-être pour faire ça, pour vous le montrer, il va falloir que je crée un projet de type C. Je vais le faire rapidement, dans le temps qui reste. 2 minutes, il me reste 2 minutes. Alors un projet que j'appellerai démo. Ah, je suis en train d'exécuter, je pense. Oui. Nouveau projet. Un projet de type console. Vous voyez en fait ce que je vous ai dit, parce que par défaut, notre outil il est positionné sur C++. D'accord? En C++, les règles changent. Si je choisis un projet C, je reviendrai à la confirmation de mes remarques. Alors je le mets n'importe où dans mon dossier. C'est ici. Je crée. Et regardez, je vais prendre donc tout le code qu'on avait là et je vais le remettre là. Je compile. OK. J'espère que ça va donner un peu le résultat. Non, c'est le même résultat. C'est le même résultat. Bon, peu importe. En tout cas, ça, ce sont des règles pour le langage standard. On le verra la prochaine fois. Donc, on reviendrait sur cette règle la prochaine fois. Je veux noter les absences, s'il vous plaît.